astrophotographyonline.com. Bienvenue dans cette leçon numéro 1 consacrée à tout ce qu'il faut savoir pour se lancer en astrophotographie. Dans cette section 1, nous allons voir les généralités, c'est-à-dire les types d'astrophotographie et leur budget, et le différent matériel qui est nécessaire selon vos envies. L'astrophotographie, c'est un hobby qui demande un certain matériel qui est parfois coûteux et assez spécifique. Je vous propose donc de vous donner un petit aperçu des différentes choses dont il faut se munir pour faire de l'astrophotographie. La première chose, c'est naturellement un imageur. Ça peut être un appareil photo numérique, ça peut être une caméra refroidie, couleur ou monochrome, ça peut même être un téléphone portable. Des objectifs de qualité, selon le type d'astrophotographie que vous faites, notamment si vous faites des photographies de la Lune ou de la Voie lactée, vous aurez besoin d'un certain nombre d'objectifs. Et c'est leur qualité qui va donner la qualité à vos photographies. Si vous faites à l'inverse des photos plutôt de galaxies ou de nébuleuses ou même de planètes, vous aurez besoin d'un télescope ou d'une lunette astronomique. La monture, c'est un élément auquel on ne pense pas et pourtant c'est la pièce maîtresse de votre setup. C'est grâce à elle que vous allez être capable de suivre l'orbite des objets célestes. Qu'elles soient motorisées ou non, c'est vraiment elle qui va décider de quel matériel vous allez pouvoir utiliser et installer dessus. La Bacté, c'est une petite pièce qui va vous permettre de connecter votre appareil photo numérique à votre télescope ou à votre lunette. Sans cela, impossible de connecter les deux. C'est donc une pièce petite mais très grande dans son importance. Les filtres, alors eux, ils vont vous permettre de diminuer la pollution lumineuse selon votre site d'observation et ils vont également permettre de filtrer certaines longueurs d'onde de la lumière pour faire ressortir certaines choses dans les galaxies ou dans les nébuleuses. Des logiciels, en effet, les astrophotographies, notamment du ciel profond, elles ont une luminosité extrêmement faible. Donc on va devoir trouver des moyens grâce au logiciel pour faire ressortir finalement tout le signal qui a été capté. Il est donc nécessaire d'avoir certaines compétences en informatique. Et enfin, des accessoires complémentaires, que ce soit un intervallomètre ou bien un moteur de mise au point, une roue à filtre, des cartes USB, des cartes mémoire, bref, il y a des accessoires pour tous les goûts et pour toutes les utilités. Voyons maintenant les différents types d'astrophotographie. Il en existe principalement 3. La première, c'est l'astrophotographie planétaire. Ça concerne donc tous les objets du système solaire, les planètes, la Lune, les astéroïdes. C'est des objets qui sont extrêmement lumineux, parce qu'ils sont finalement assez proches du Soleil, mais qui sont très rapides et très petits, parce qu'ils sont relativement proches de nous, c'est pour ça qu'on perçoit plus leur vitesse. A l'inverse, on a l'astrophotographie du ciel profond, donc c'est l'observation des galaxies et des nébuleuses qui elles sont de manière générale extrêmement grandes et qui se déplacent par contre un petit peu plus lentement en raison de cette distance énorme qui nous sépare. Et enfin, on a l'astrophotographie de la Voie lactée de filets d'étoiles qui est en fait la discipline la moins coûteuse puisque finalement il y a besoin qu'un trépied très simple, d'un appareil photo numérique et puis d'un bon objectif. Voilà, on le disait avant, c'est la monture qui est vraiment centrale dans votre matériel. Il existe différents types de montures qui sont indiquées ici. Notamment, il y a la monture azimutale qui se destine plutôt à l'astrophotographie planétaire, mais qui sera assez limitée parce qu'elle est souvent pas motorisée. Donc on aura de la peine à être vraiment extrêmement précis. On a la monture Dobson qui est parfois motorisée, parfois pas, qui est aussi un type de monture azimutale qui se destine aussi plutôt à l'astrophotographie planétaire. On a ensuite la monture équatoriale non motorisée. Alors une monture équatoriale, c'est le top du top pour l'astrophotographie, puisque ça permet de la mettre en station, de s'aligner donc dans l'axe de la Terre
et de compenser finalement le mouvement de la Terre. Donc on aura quelque chose, un suivi qui sera vraiment extrêmement précis. Si elle est non motorisée, par contre, on pourra faire que du visuel. Ce sera trop imprécis pour l'astrophotographie. Par contre, si elle est motorisée, alors là, c'est le top du top. Et puis, enfin, comme je le disais tout à l'heure, le trépied simple, en astrophotographie de paysage, c'est largement suffisant. Ensuite, sur cette monture, vous allez devoir mettre un instrument optique. Ça peut être donc une lunette. Une lunette, c'est fait tout simplement de lentilles. Ça a un avantage, c'est que c'est relativement léger et c'est relativement polyvalent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire et du ciel profond et du planétaire. On a ensuite les télescopes qui, eux, à l'inverse des lunettes, utilisent des miroirs. Alors certains utilisent également des lentilles en plus des miroirs, mais disons qu'ils possèdent tous, en tout cas, un miroir ou plus. Voilà. On a dans les télescopes toutes sortes de variantes. Vous voyez ici un Newton qui vient donc d'Isaac Newton, qui a été le premier à faire un instrument optique avec des miroirs. Ce télescope donne un champ de vue qui est assez grand, donc qui se prête très bien au ciel profond notamment. On a ensuite plusieurs variantes. On a par exemple les casse-grains qui sont en réalité une tentative de correction de certains défauts liés au miroir. Et les casse-grains sont notamment très utiles pour le planétaire et tout ce qui est des petits objets. On a ensuite casse-grain Schmidt qui est là aussi une variante qui a aussi pour destinée de corriger les défauts optiques et là aussi ça va se prêter plutôt au planétaire. On a ensuite les Maksutov casse-grain, encore une variante, toujours pour le planétaire. Et enfin, on a les Ritchey-Chrétien qui eux sont par contre beaucoup plus polyvalents. Le plus bel exemple de Ritchey-Chrétien, c'est le télescope Hubble et le télescope James Webb qui fonctionnent sur ce principe et qui sont donc en réalité des Ritchey-Chrétiens. C'est des instruments cependant extrêmement coûteux et qui sont plutôt destinés à l'astrophotographie professionnelle et même à l'astronomie professionnelle en général. Maintenant, les différents imageurs, donc on parlait tout à l'heure de l'appareil photo numérique ou du téléphone portable. Alors, un appareil photo numérique, ça fonctionne déjà très bien. Vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin spécialement d'objectif, notamment si on va utiliser une lunette ou un télescope, parce que c'est l'instrument optique qui va servir d'objectif. Le problème, il se situe au niveau du capteur, qui a des filtres qui permettent à l'appareil photo de voir ce que nous, humains, nous voyons. Le problème, c'est que ça va bloquer certaines longueurs d'onde qui vont empêcher de voir certaines couleurs dans les nébuleuses. On peut les faire défiltrer, mais ça a un certain coût et après, on ne peut plus les utiliser pour une utilisation standard. Il existe sinon des caméras refroidies, tant couleur que monochromatiques, qui sont véritablement dédiées à l'astrophotographie. On peut descendre jusqu'à moins 20 degrés, c'est pour limiter le bruit, parce qu'un capteur électronique, lorsqu'il fonctionne, il crée de la chaleur, et cette chaleur, ça va créer du bruit sur les astrophotographies. C'est pour ça qu'une grosse partie de la caméra est dédiée au système de refroidissement. Nous avons également des caméras planétaires qui, elles, ont ça de spécial, c'est qu'elles sont spécialisées dans le fait de prendre des vidéos. En effet, en astrophotographie planétaire, les planètes vont tellement vite, puisqu'elles sont si proches de nous, qu'on doit faire en réalité des vidéos et non pas des photos. On va prendre des vidéos desquelles on va tirer des photographies. C'est donc des caméras où le nombre d'images par seconde est extrêmement élevé. On a également des caméras de guidage. La monture motorisée, par exemple, elle a la capacité de suivre l'orbite de certains astres, mais sa précision elle est limitée. Donc on peut utiliser une caméra de guidage qui elle va guider au dixième de pixel et qui va donc donner des ordres à la monture de faire des micro-corrections. Tout ça, donc, c'est finalement le matériel dont vous avez besoin, que ce soit les instruments optiques ou les imageurs. Et vous voyez que déjà là, il y a beaucoup de sortes et tout ça, c'est accompagné de budgets très différents. Donc, finalement, même si l'astrophotographie, c'est assez coûteux, il y a toujours une solution qui est trouvable pour votre budget. Voilà,
J'espère que tout est clair et je vous donne rendez-vous dans la section 2. Bienvenue sur astrophotographyonline.com. Nous voilà dans la section 2 consacrée aux techniques d'astrophotographie. Il y a un principe fondamental en astrophotographie, c'est de cumuler des photos afin d'amplifier le rapport signal contre bruit. En effet, on prend des photos d'un ciel qui est extrêmement sombre, qui doit être d'ailleurs le plus sombre possible. Et c'est la même chose qu'en photographie standard. On va avoir énormément de bruit sur les photos. Ce bruit, il est dû par plusieurs facteurs, mais notamment à cause du capteur qui chauffe et puis qui finalement va créer des faux pixels et va nous brouiller finalement notre image. La deuxième chose, c'est que le signal qu'on cherche à capter, il est extrêmement faible. Une galaxie ou une nébuleuse, par exemple, sont beaucoup moins faibles lumineusement qu'une planète. Donc, pour finalement réussir à faire ressortir tout le signal sur notre photographie, on va devoir cumuler plein de photos, les empiler, afin d'avoir suffisamment de lumière dans notre image. Parlons maintenant de l'astrophotographie, de la Voie lactée et de filets d'étoiles. La Voie lactée, elle est suffisamment lumineuse pour qu'elle soit visible à l'œil nu. Donc pour ça, il suffit simplement d'un ciel suffisamment sombre. En général, l'été c'est parfait, notamment si on va en montagne. Et pour la photographier, on va utiliser par exemple des temps de pause qui sont pas trop courts parce qu'elle a beau être quand même lumineuse, elle n'est pas tant que ça non plus. Et puis on va essayer d'avoir des temps de pause non plus pas trop longs pour qu'on n'ait pas de filet d'étoiles parce que la Terre elle est en rotation et donc notre ciel bouge. Si le temps de pause dépasse une certaine durée, eh bien on aura des traînées dans le ciel qui seront pas très jolies. Donc, dans ce type d'astrophotographie, c'est vraiment l'idée de trouver une balance entre les deux. A l'inverse, si on fait des photographies de filets d'étoiles, en par exemple pointant l'étoile polaire, alors là, on va justement chercher des temps de pause très très longs pour avoir ces traînées, c'est-à-dire ces fameux filets. En astrophotographie du ciel profond, on a un petit peu cette même idée, c'est qu'on a des objets qui sont extrêmement peu lumineux. La plupart ne sont pas visibles à l'œil nu, et ceux qui le sont, il faut presque les deviner. Donc là, on va par contre privilégier des temps de pause le plus long possible pour vraiment capter le plus de lumière possible. Et puis, on va vraiment chercher à prendre le nombre maximum de photographies. L'idée, c'est d'atteindre, selon les cibles qu'on va pointer, l'équivalent de 20 heures d'exposition. Donc finalement, c'est 20 heures qui ont été par exemple divisées en photographies de 10 minutes. Pour que cette lumière soit bien captée par le capteur, on va par exemple travailler avec des ISO qui sont élevés. Donc sur un appareil photo numérique, on va utiliser des ISO de 1600 voire de 3200. Parfois même 6400 selon les modèles, et puis sur une caméra refroidie, là en général ça dépend de la caméra et puis de ses compétences, de ses caractéristiques, mais on va se situer entre 100 et 120 degrés, ce qui est déjà énorme. Pour comparaison, lorsqu'on fait des photographies de jour, on est entre 200 à 400 ISO maximum. Maintenant, l'astrophotographie planétaire. Alors là, c'est des techniques un petit peu différentes puisque les planètes, elles sont extrêmement lumineuses. Elles sont relativement proches de nous. Bien entendu, pour nous, ça fait des millions de kilomètres, mais à l'échelle de l'univers, elles sont extrêmement proches. Et surtout, elles sont extrêmement proches du Soleil. C'est-à-dire qu'elles vont refléter énormément le Soleil. Donc, elles ont deux caractéristiques. C'est que, d'une part, elles sont très lumineuses et d'autre part, elles filment à toute vitesse. En effet, comme elles sont proches de nous, on perçoit plus ce mouvement rapide que pour d'autres astres du ciel profond comme des galaxies ou des nébuleuses.
Et cela implique qu'on va non pas faire des photographies, mais on va faire carrément des vidéos. Donc on va par exemple déjà utiliser différents filtres possibles qu'on appelle des filtres planétaires pour diminuer la luminosité de la planète. Et puis on va faire une vidéo avec le plus grand nombre d'images par seconde possible. Et évidemment, du coup, des pauses les plus courtes possibles. Ça aura deux avantages, c'est que ça va aussi empêcher de capter trop de lumière, donc ça va rendre visible les détails des planètes, et puis la vidéo elle va capter finalement tellement d'images qu'on va ensuite trier dans la vidéo les images que l'on souhaite, et puis on va utiliser que celles que les meilleures que l'on veut utiliser, et à partir de là on va les empiler de la même manière qu'on le ferait pour l'astrophotographie du ciel profond. Mais voilà, c'est un petit peu différent que les autres. Une fois, c'est comme ça, chaque astre est différent. Parlons maintenant un petit peu plus en profondeur de ce à quoi ressemble une séance d'astrophotographie. La première chose, elle paraît évidente, mais elle est capitale, c'est évidemment de mettre en place son matériel et de connecter son matériel. La mise en place, vous pouvez la faire où que ce soit, vous pouvez le faire à la maison, à l'extérieur, dans votre jardin, sur un parking, vous pouvez aller en montagne, ça dépend bien sûr de votre matériel. Plus votre matériel est lourd, moins il sera transportable. Donc c'est aussi un élément auquel il faudra penser à l'achat. Est-ce que vous pouvez faire de l'astrophotographie depuis chez vous? Si oui, vous pouvez avoir un matériel lourd. Si ce n'est pas le cas, alors privilégiez des choses plutôt légères et simples à transporter. Donc on met en place son matériel et surtout on l'oriente déjà vers le nord. C'est très important, on le verra pourquoi. Et connexion de matériel, il ne faut pas oublier que la monture, par exemple motorisée, elle nécessite une alimentation électrique. Donc il va falloir brancher finalement des câbles, les mettre aussi sur le secteur ou bien sur une batterie itinérante. C'est aussi des choses auxquelles il faut penser à l'achat. Ensuite, il faut encore balancer son matériel et faire une mise en station polaire. Alors le balancement, c'est tout simplement faire en sorte que la monture est bien équilibrée. Vous avez souvent des contrepoids sur les montures. Et l'idée, c'est vraiment que égale la position dans laquelle le télescope se trouve, lorsque vous le mettez dans cette position, il ne doit plus bouger. Et puis la mise en station polaire, c'est la chose la plus importante, notamment en astrophotographie du ciel profond et planétaire, c'est qu'on va aligner la monture dans l'axe de rotation de la Terre. Et cet axe de rotation, il pointe juste à côté de l'étoile polaire. Et c'est donc ainsi qu'on va procéder et puis on va mettre donc la monture orientée vers le nord. Ensuite, on va faire des réglages, c'est-à-dire on va commencer par le réglage du gain ou bien des ISO de son imageur. Donc les ISO, ça concerne les appareils photo numériques. On mettra à défaut sur 1600. Et puis le réglage du gain, ça va dépendre des caméras, mais en général, il se situe environ à 100 ou 100 watts. Ensuite, étape fondamentale, on va évidemment faire une mise au point, une focalisation. Alors, soit grâce à un masque de Bahtinov, ou alors, si on possède par exemple un moteur de mise au point automatique, on va l'utiliser pour la faire. Il faut savoir que la focalisation, elle se fait toujours sur des étoiles. Avec un masque Bahtinov, on va simplement pointer une étoile très brillante, et puis on va chercher à placer des aigrettes bien au centre, tandis que pour une focalisation automatique, eh bien, le logiciel va tout simplement prendre une étoile qui lui paraît correcte, il va changer la mise au point et il va faire en sorte que l'étoile devienne la plus petite possible. C'est à ça qu'on reconnaît qu'une mise au point est bien faite et correcte, c'est que les étoiles sont les plus petites possibles. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à pointer la cible et commencer les poses. Donc si vous avez une monture motorisée avec le GoTo ou bien un logiciel, vous allez tout simplement pouvoir donner l'ordre à la monture
de se déplacer vers tel objet ou telle coordonnée. Si vous n'avez pas de monture, alors là il va falloir la trouver, votre cible, et c'est là que c'est une bonne idée de bien connaître les constellations. Les poses, on va les choisir selon l'objet qu'on cible et qu'on souhaite photographier. Comme on l'a dit tout à l'heure, une planète, déjà on va pas faire des photos, on va faire des vidéos. Et puis en ciel profond, il y a quand même des objets qui sont parfois assez lumineux. On a par exemple la nébuleuse d'Orion, qui est vraiment très lumineuse, qui est d'ailleurs visible à l'œil nu lorsque la nuit est bien noire. Alors là, on va pas faire des temps de pause trop longs. A l'inverse, si on photographie des objets extrêmement faibles de magnitude, alors là, on va plutôt faire des temps de pause très longs. Mais il y a encore un paramètre en plus, c'est qu'une monture, bien qu'elle suive l'orbite de la cible qu'on a choisie, elle n'est quand même pas infaillible. Et donc, si on fait des pauses vraiment très longues, 5 minutes uniquement avec une monture, vous verrez qu'on aura malheureusement des filets d'étoiles. Donc à partir de 1 minute de temps d'exposition, on va utiliser une caméra de guidage qui va permettre un suivi beaucoup plus précis. Ensuite, le lendemain ou avant la séance, on va faire les photos de calibration, c'est-à-dire qu'on va prendre d'abord des flats, ça on va les faire 2 jours, et de préférence après la séance. C'est des photos qui vont permettre tout simplement d'enlever les défauts que vous auriez pu avoir sur les miroirs ou les lentilles, comme des poussières, un cheveu ou je ne sais quoi. Et puis les autres photos de calibration, ça on peut les faire à n'importe quel moment, les darks et les biases. Toutes ces photos, y compris les flats, elles vont servir lors du pré-traitement et de l'empilement. Elles vont servir tout simplement à calibrer les photos et finalement à diminuer le bruit. Toujours dans l'idée de maximiser le signal et donc de baisser le bruit. Et donc, dernière étape, c'est tout simplement le pré-traitement et l'empilement de vos photos. Ça se fait avec des logiciels comme Siri ou PixInsight. Il y en a évidemment d'autres, AutoStackers, etc. Mais ça, c'est la partie finalement un petit peu geek, c'est-à-dire que ça se passe tout sur l'ordinateur. À partir de la fin des flats, vous pouvez ranger votre matériel et ça, vous allez le faire quand vous aurez le temps. Et puis, on a le traitement des photos, là aussi avec les mêmes logiciels de pré-traitement, c'est Siri, PixInsight et autres. On peut aussi finir sur Photoshop ou Lightroom pour tout ce qui est les aspects esthétiques. Astrophotographie de la Voie lactée de filets d'étoiles. Ici, je vous propose de vous montrer le processus ou la manière de faire pour prendre une photo de filets d'étoiles. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez le faire juste après cette vidéo si vous voyez des étoiles, parce que c'est vraiment très simple à faire. La première étape, qui est évidemment logique, c'est d'installer son trépied et puis son appareil photo, c'est numérique. Et à partir de là, vous allez repérer la constellation de la Grande Ourse, donc qui a une forme de casserole et qui se situe au nord. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reporter 5 fois la distance du bout de la casserole en direction du haut du récipient. Donc vous reportez cette distance 5 fois, et là, au bout de ça, vous allez trouver la constellation de la Petite Ourse, qui ressemble aussi à une casserole, mais bien plus petite. Et c'est dans cette constellation-là, donc au bout du manche de la casserole, que vous allez découvrir la Petite Ourse, que vous allez découvrir l'étoile polaire. Et puis l'étoile polaire, c'est justement celle-là qu'on va pointer, que vous allez placer au centre de votre appareil photo, et puis que vous allez pointer parce que c'est la seule étoile qui ne bouge pas puisqu'elle est alignée tout simplement dans l'axe de rotation de la Terre. Vous allez ensuite faire vos réglages d'ISO. Alors là, il faut peut-être faire des tests, ça va dépendre un petit peu aussi de votre environnement urbain, si la pollution lumineuse, bien pas trop. Mais en général, 1600 ou 3200, c'est relativement bien. Vous allez faire également une mise au point. La mise au point, l'étoile polaire est quand même assez brillante. Vous allez simplement jouer sur la mise au point. Attention à bien passer en mise au point manuelle
et non pas automatique. Et vous allez chercher à rendre les étoiles les plus petites possibles. Vous photographiez donc votre étoile polaire avec les étoiles qui l'entourent. Pour qu'on ait justement cet effet de filet d'étoiles, il est recommandé de faire des temps d'exposition vraiment longs, c'est-à-dire viser quelque chose comme par exemple 30 minutes, voire 1 heure. Là aussi, c'est peut-être à tester, mais ça va dépendre un petit peu du résultat esthétique que vous souhaitez, mais il faut vraiment faire des pauses très longues pour qu'on ait justement cet effet de la rotation de la Terre. À la fin, lorsque cela est fait, vous allez tout simplement prendre les photographies que vous avez faites, les trier. Il y en aura peut-être des, par exemple, qui auront finalement un peu bougé, qui ne seront pas très nettes parce qu'il y a peut-être eu un petit coup de vent, vous avez peut-être touché le trépied sans faire exprès, etc. Donc là, essayez vraiment de bien trier, de les garder, et puis ensuite vous allez pouvoir les empiler avec un logiciel, que ce soit Photoshop, Lightroom ou bien des logiciels dédiés à l'astrophotographie. Pour la Voie lactée, c'est un petit peu différent, mais c'est à peu près le même système. Donc, vous installez votre trépied, votre matériel, vous activez le mode Live View de votre appareil photo, c'est-à-dire que c'est juste pour avoir simplement la visée à l'écran, pas avoir besoin de regarder à travers l'objectif. C'est une question de confort. Ensuite, vous allez choisir l'objectif que vous allez mettre au bout de votre appareil photo. Alors, en général, on cherche à avoir le plus grand angle de vue possible. Donc, choisissez un objectif grand angle. Et puis, ensuite, on va paramétrer l'ouverture du diaphragme. Alors là, ça revient finalement au temps d'exposition. Il faut savoir que avec un objectif grand angle, votre rapport FD, qui concerne donc la longueur focale divisée par le diamètre, elle sera plutôt petite. Elle sera autour de 2, voire 2,2 ou 2,8 maximum probablement. Ça veut dire qu'elle capte beaucoup de lumière. Donc si vous avez une ouverture du diaphragme qui est trop longue, vos images vont saturer et vous aurez beaucoup trop de lumière. Donc là, c'est une question de test. Là aussi, ça peut dépendre de la pollution lumineuse que vous avez. Mais choisissez un temps d'ouverture qui ne soit pas trop long. La deuxième chose, c'est que si c'est trop long, vous allez aussi avoir des filets d'étoiles. Donc attention à ça. Réglez vos ISO. Là aussi, faites des tests. La norme, c'est 1600, mais 3200, voire 6400, c'est très bien. Et puis, donc, vos temps de pause qui sont assignés à l'ouverture du diaphragme, maximum 30 secondes, voire moins, je dirais. Après, à vous de faire des tests. Et pour faire la mise au point avant de mettre vos pauses finalement en route, choisissez une étoile extrêmement brillante, la plus brillante que vous voyez. Et puis là aussi, jouez sur la mise au point manuelle, attention, pour que cette étoile elle devienne la plus petite possible. C'est lorsqu'elle est la plus petite possible que vous avez en réalité la meilleure mise au point. Voilà, lorsque la mise au point est terminée, vous désactivez le Live View pour pas que ça fasse de pollution lumineuse. Vous ne touchez plus le trépied et puis vous déclenchez vos photos, si possible à distance avec par exemple un intervallomètre ou un accessoire de ce type-là. Parce que si vous allez déclencher votre image chaque fois manuellement, vous allez créer des vibrations qui vont se voir sur les images. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette section 2. Désormais, vous savez faire des photos de filets d'étoiles et de la Voie lactée. On se retrouve dans la section 3 où on va parler des pré-traitements, de l'empilement et du traitement post-séance d'astrophotographie en général. A tout de suite. Bienvenue sur astrophotographyonline.com. Nous voilà dans la section 3 consacrée à l'empilement, à la calibration et au traitement des astrophotographies. Alors le traitement, c'est quelque chose d'absolument crucial dans le processus. En effet, c'est grâce à cette étape que vous allez faire ressortir tout le signal
que vous avez perçu durant votre séance d'astrophotographie et qui va vous permettre donc de le faire ressortir. Ce traitement, il se déroule en réalité en 2 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. On va tout simplement empiler d'une part toutes les photographies afin de maximiser le signal, et puis pour diminuer le bruit, on va les calibrer avec ce qu'on appelle les DOF, ces fameuses photos de calibration dont on parlait un petit peu dans la section 2, qui sont donc composées de 3 différentes photographies, les darks, les biases et les flats. Ces photos de calibration, elles vont donc venir calibrer vos photos brutes et elles vont permettre de diminuer tout simplement le bruit qui est inclus finalement de manière automatique dans vos astrophotographies puisqu'on photographie des objets très sombres. La deuxième partie, c'est le traitement, c'est-à-dire qu'on va faire ressortir tout le signal qui a été perçu par votre capteur. Donc on va également diminuer le bruit, on va faire une montée d'histogramme, on va essayer de saturer les couleurs, de faire ressortir des détails. C'est vraiment l'étape la plus importante et cruciale dans le processus d'une astrophotographie. Parlons un petit peu de ces photos de calibration, parce qu'elles peuvent paraître superflues. On peut se dire que seulement des photos sont largement suffisantes, des photos de votre objet, mais elles ont en réalité vraiment une importance grandissime dans le processus. Parlons un petit peu des darks. Alors les darks, ça aide à réduire le signal thermique de votre capteur. En effet, comme tout appareil sous tension, il va légèrement chauffer. Et notamment en raison des pauses longues. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un capteur, c'est fait pour capter donc des photons qui vont transformer leur signal en électrons. Et en fait, plus le signal est continu, plus le capteur reçoit des photons, plus donc il va créer d'électrons, et ces électrons finalement ils dégagent une certaine chaleur thermique. Donc plus la pause est longue, plus le bruit du capteur sera fort. Donc avec les darks, on va prendre par exemple des photos dans le noir complet, mais exactement de la même durée que le temps d'exposition que vous utilisez. Donc si vous avez fait des pauses de 10 minutes, vous allez faire des darks également de 10 minutes. A l'inverse, si vous avez fait par exemple des pauses de seulement 30 secondes, vous ferez des darks de 30 secondes. Et l'autre chose très importante, c'est de les faire exactement aux mêmes ISO ou bien aux mêmes gains que vos photos brutes. Donc finalement, vous gardez tous les mêmes paramètres, simplement vous mettez le couvercle sur votre télescope ou votre lunette, éventuellement encore un drap noir pour que ce soit complètement sombre, et puis vous faites ces photos. En général, on part du principe qu'entre 10 et 20 sont suffisantes. Et puis pour ceux qui auraient par exemple des caméras refroidies, alors on peut même les faire une fois tous les 6 mois, on les fait une fois, on se constitue par exemple une bibliothèque avec des darks pour chaque temps d'exposition que l'on utilise, et puis on peut les refaire à peu près tous les 6 mois. Comme c'est refroidi, ce bruit de capteur il est bien moindre finalement qu'un appareil photo numérique. Pour un appareil photo numérique, c'est par contre conseillé de le faire systématiquement à chaque sortie. Parlons maintenant des biases que l'on nomme aussi parfois offsets. Alors eux, ils permettent de supprimer le bruit de lecture. Alors le bruit de lecture, c'est exactement le moment où le photon vient exciter le capteur et donc transformer le photon en électron. Alors c'est évidemment un calcul qui est fait par le capteur. Mais malheureusement, parfois, il y a une erreur dans le calcul ou bien dans la perception. Il faut savoir que c'est une propriété quantique qui est derrière ces capteurs numériques, aussi ceux qui sont dans les caméras refroidies. Et donc il y a dans le monde quantique parfois également des erreurs parce que finalement c'est une question de probabilité. Donc ces biases ou ces offsets, on peut dire les deux, ça va être là tout simplement pour réduire ce bruit de lecture. Alors les biases, on les fait un peu de la même manière que les darks, c'est-à-dire qu'on va les faire dans le noir complet,
Par contre, on ne va pas les faire au même temps d'exposition. On va garder le même gain, les mêmes ISO, mais on va les faire à la vitesse la plus rapide, donc le temps d'exposition le plus court. Et puis là, par contre, alors plus on en a, mieux c'est. Il faut compter environ entre 100 et 200. Ça paraît énorme, mais en même temps, quand on pense que on va les faire à une vitesse, enfin à un temps de pause extrêmement court, eh bien, le plus court qu'il soit, le plus court possible, eh bien, ils sont très vite faits. Et enfin, les flats. Les flats, c'est peut-être une des choses les plus pratiques et les plus importantes dans ces photos de calibration, puisque c'est des photos qui vont permettre d'enlever les défauts de votre optique. Il faut savoir que vous avez des lentilles ou bien des miroirs dans votre lunette ou votre télescope, et puis évidemment, vous avez peut-être de la poussière ou du dépôt. Ça peut être aussi, par exemple, une goutte de condensation qui s'est marquée, qui s'est placée au mauvais endroit. Donc, il peut se passer plein de choses qui vont faire qu'on va devoir supprimer ces défauts. Ça peut être aussi un problème de vignettage, par exemple. Donc, c'est-à-dire que le tour finalement de l'image serait plus sombre ou plus clair que le reste. Et c'est ce que les flats vont vous permettre de corriger. Alors les flats, on doit les faire après chaque séance d'astrophotographie. On ne peut pas se faire de bibliothèque comme les darks ou les biasis. Il faut vraiment les faire à chaque fois puisque ces fameuses poussières ou défauts peuvent être différents de fois en fois. Alors les flats, on les fait donc de jour et il y a plusieurs manières de les faire. Alors soit on peut utiliser un écran à flats qui est tout simplement un écran blanc qui vient se positionner à la sortie du télescope. Donc on met le télescope bien à plat et on pose l'écran par-dessus. Il y a même certains qui se fixent directement sur le télescope. Attention évidemment à avoir le diamètre adéquat. Et puis sinon on peut faire d'une manière un petit peu plus originale et un petit peu plus facile et moins coûteuse. On peut par exemple placer un tissu blanc sur le télescope ou la lunette et puis simplement pointer le ciel bleu à un endroit quand même pas trop lumineux, pas pointer le soleil par exemple, mais pointer une région du ciel qui est suffisamment lumineuse. Une autre solution qui est celle que j'utilise par exemple, c'est d'utiliser votre iPad ou votre tablette, de mettre un écran totalement blanc et vous allez tout simplement placer une feuille en papier entre la tablette et votre instrument optique, donc votre télescope ou votre lunette. Et puis ça va être tout à fait suffisant pour simuler le ciel bleu. Ça vous permet par exemple de les faire en rentrant au chaud à l'intérieur et pas forcément rester le matin encore dehors pour les faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les réglages, le but c'est d'avoir un histogramme qui soit environ aux 2/3. Donc là, il va falloir faire des réglages sur son appareil photo numérique pour arriver à ça. Ou alors, on peut se simplifier la vie et on peut utiliser un ordinateur dédié à l'astrophotographie comme Lazier ou bien Lina, dont on parlera dans des leçons plus tard, et qui, ces deux programmes, ces deux logiciels dédiés à l'astrophotographie permettent de faire les flats automatiquement. Donc il va lui-même calculer finalement le temps d'exposition qui est nécessaire pour que l'histogramme soit au bon endroit, c'est-à-dire environ aux 2/3. Voilà, ça c'était les photos de calibration. Maintenant on va parler du traitement, qui est donc là aussi quelque chose d'extrêmement important puisque c'est ce qui va donner le résultat final. Vous allez passer d'une image qui est totalement noire, sombre, on ne voit presque pas l'objet, à une image qui comporte absolument tous les détails dont vous rêviez. Ce processus, alors on va le faire dans un certain ordre parce qu'il y a des étapes qui doivent se faire avant la montée d'histogramme et puis donc en mode linéaire, et puis il y a des traitements qui vont se faire par la suite. Le problème c'est qu'en mode linéaire, vous avez une image alors qui est réaliste, c'est-à-dire qu'elle est complètement sombre, mais vous ne voyez justement rien, donc vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez corriger. Donc la première étape que l'on fait en général, c'est qu'on va transformer l'image en mode non linéaire. Donc on va faire soit grâce à un ajustement automatique qu'on peut faire sur des logiciels. Si on prend par exemple Cyril, qui a un logiciel gratuit
est tout à fait à la portée de tous, eh bien on a un mode par exemple auto-ajustement pour finalement faire cette transformation de l'histogramme sans pour autant réellement le faire dans l'image. Donc uniquement pour avoir un aperçu du signal capté. La deuxième étape, c'est qu'on va faire une élimination du gradient. C'est-à-dire que le gradient, c'est par exemple des halos de lumière qui proviennent de la pollution lumineuse ou bien de la Lune, parfois même des objets eux-mêmes. Il y a certaines galaxies qui sont très lumineuses, je pense notamment à la galaxie M33 qui crée à elle seule une mini pollution lumineuse par exemple. La suite, c'est qu'on va faire une calibration des couleurs. Parce qu'à ce moment-là, les couleurs, vu qu'on a empilé beaucoup de photos, et puis ces photos, elles sont quand même espacées. Si on prend les premières photos au début de la nuit, peut-être vers 22h, et les dernières à 5h du matin, eh bien c'est des photos, les conditions ont beaucoup changé, et la perception des couleurs aussi, puisque les conditions ne sont plus les mêmes. Donc il va falloir recalibrer les couleurs pour qu'elles soient finalement égales et équilibrées. Vient ensuite l'élimination du bruit vert, et ça concerne notamment les appareils photo numériques et les caméras couleur. Ça ne concerne évidemment pas les caméras monochromatiques. Alors pourquoi ce bruit vert? C'est tout simplement à cause de la matrice de Bayer, qui est donc une matrice qui va vous permettre de capter les couleurs. Alors il faut savoir que pour avoir un rendu comme l'œil humain, c'est-à-dire notre perception à nous, eh bien pour 4 pixels, on en aura 2 verts, un seul bleu et un seul rouge. Et c'est pour ça que nos images, avant cette élimination du bruit vert, elles sont tout simplement absolument vertes, puisque finalement il y a 2 fois plus de pixels qui ont enregistré cette couleur que les 2 autres. On va faire encore une réduction de bruit avant la montée d'histogramme pour déjà un petit peu nettoyer l'image. Et puis c'est à ce moment-là, une fois qu'on a fait tous ces traitements finalement préliminaires, qu'on va remettre l'image en mode linéaire, donc elle va redevenir finalement sombre, presque noire, et on va faire la montée d'histogramme. Donc la montée d'histogramme, ça on peut le faire aussi dans des logiciels comme Photoshop par exemple, où on va vraiment augmenter toutes les lumières basses et puis les lumières centrales, neutres, pour essayer de resserrer l'histogramme et faire ressortir le signal. Une fois que l'on a fait ça, l'image elle nous présente déjà presque son aspect final. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout ce qu'on va faire, c'est de l'esthétisme. Donc on va par exemple faire une nouvelle réduction de bruit pour essayer d'enlever ce qu'on n'aurait pas enlevé. On va essayer de faire ressortir des détails, par exemple avec un HDR ou bien d'autres processus tant dans Cyril que dans PixInsight. Ce serait d'autres processus sur Photoshop par exemple, mais c'est des processus qui sont tout à fait possibles aussi. Et puis on va terminer avec une saturation des couleurs afin de faire mieux ressortir. Vu que c'est des temps de pause qui sont finalement, alors certes quand même assez longs, mais les couleurs sont souvent un petit peu palotes comme ça. Donc on va un petit peu les saturer pour bien les faire ressortir et puis jouer là-dessus pour finalement avoir une image qui est très belle. Voilà, donc tout ça, toutes ces étapes, elles vont évidemment dépendre d'image en image. Vous n'allez pas faire le même traitement sur une planète que sur une galaxie. Là, c'était plutôt un traitement typique, par exemple, pour une galaxie ou une nébuleuse. Pour une planète, ça va changer un petit peu des choses. Je vous propose maintenant un petit aperçu des logiciels qui sont justement destinés au traitement. Alors pour ce qui est de l'astrophotographie du ciel profond, eh bien on en a parlé tout juste avant. Eh bien Cyril, qui est gratuit et qui a été développé par le français Cyril Richard, c'est très très bien. On peut déjà faire beaucoup de choses. On vous propose d'ailleurs une leçon consacrée à Cyril, que ce soit au niveau du traitement que au niveau du pré-traitement aussi. Il y a également PixInsight, alors lui il est payant, mais par contre, alors il est vraiment spécialisé en astrophotographie, et puis vous pouvez vraiment tout faire avec. Il y a absolument toutes les options, et on pourrait d'ailleurs utiliser que ce logiciel-là. Il faut dire qu'avec Cyril, par exemple,
c'est quand même bien de le finir avec Photoshop ou bien Lightroom pour faire 2-3 retouches, par exemple des couleurs un peu plus spécifiques ou d'autres. Hein. Mais c'est vrai que Cyril, peut-être qu'on a un rendu qui est peut-être moins parfait. Avec PixInsight, on peut vraiment l'utiliser presque tel quel. L'astrophotographie planétaire, alors là on va utiliser d'autres logiciels comme AutoStackert ou bien PIP, PIP pour les intimes, où là par contre alors on va plutôt chercher des processus qui vont limiter le flou, vu qu'on a pris des vidéos d'un objet, donc d'une planète qui s'est déplacée très vite. Eh bien on va essayer de réduire finalement cette espèce de flou dû au mouvement. Et donc ça, c'est deux logiciels qui sont parmi les plus connus, les plus répandus pour le traitement planétaire. Traitement planétaire, on n'en a pas parlé avant, mais c'est un petit peu la même histoire finalement que le traitement pour le ciel profond et nébuleuse, à la différence que au lieu d'empiler des images, on va d'abord devoir sortir les images des vidéos qu'on a tirées avant de les empiler. C'est un petit peu, il y a une étape en plus. C'est un peu la différence. Et puis enfin l'astrophotographie de la Voie lactée ou de filet d'étoiles. Alors là, un logiciel comme Photoshop ou bien Lightroom, c'est tout à fait suffisant pour faire ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette leçon numéro 1. J'espère que tout est clair. Sinon, n'hésitez pas à revoir les vidéos. Et puis, je vous retrouve avec plaisir dans une nouvelle vidéo, tout bientôt j'espère.